10. Les opposés. Pour les catégories proposées à notre étude, ce que nous avons dit doit suffire. Passons aux opposés et distinguons les acceptions habituelles de l'opposition. L'opposition d'un terme à un autre se dit de 4 façons. Il y a l'opposition des relatifs, celle des contraires, celle de la privation à la possession et celle de l'affirmation à la négation. L'opposition, dans chacun de ces cas, peut s'exprimer schématiquement de la façon suivante. Celle des relatifs, comme le double à la moitié, celle des contraires, comme le mal au bien, celle de la privation à la possession, comme la cécité à la vue, celle de l'affirmation à la négation, comme il est assis, il n'est pas assis. Les termes qui sont opposés comme les relatifs sont ceux dont tout l'être consiste à être dit de leur opposé ou qui s'y rapportent de quelque autre façon. Par exemple, le double est ce qui, dans son essence même, est dit double d'une autre chose, car c'est de quelque chose qu'il est dit double. La connaissance et le connaissable sont aussi opposés comme des relatifs. La connaissance est dite, dans son essence même, connaissance du connaissable, et le connaissable, à son tour, est lui-même, dans son essence, dit de son opposé. Savoir la connaissance, car le connaissable est dit connaissable pour quelque chose, c'est-à-dire pour la connaissance. Les termes qui sont opposés comme des relatifs sont donc ceux dont tout l'être consiste à être dit d'autre chose, ou qui sont, d'une façon quelconque, en relation réciproque. Quant aux termes qui sont opposés comme des contraires, ils n'ont pas leur essence dans le rapport qu'ils soutiennent l'un avec l'autre, mais ils sont dits seulement contraires les uns aux autres. En effet, on ne dit pas que le bien est le bien du mal, mais le contraire du mal. On ne dit pas non plus que le blanc est le blanc du noir, mais le contraire du noir. Aussi, ces deux types de positions diffèrent-ils entre eux? Diffèrent-ils entre eux? Toutes les fois que les contraires sont tels que les sujets dans lesquels ils sont naturellement présents ou dont ils sont affirmés doivent nécessairement contenir l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. Mais s'il s'agit de contraires qui ne sont pas nécessairement contenus l'un ou l'autre dans le sujet, il y a, dans tous les cas, quelque intermédiaire. Par exemple, la maladie et la santé se trouvent naturellement dans le corps de l'animal, et de toute nécessité, l'une ou l'autre appartient au corps de l'animal, soit la maladie, soit la santé. De même, l'impair et le pair sont affirmés du nombre, et nécessairement l'un ou l'autre appartient au nombre, soit l'impair, soit le pair. Or, il n'existe entre ces termes aucun intermédiaire, ni entre la maladie et la santé, ni entre l'impair et le pair. Mais pour les contraires, dont l'un ou l'autre n'appartient pas nécessairement au sujet, il existe entre eux un intermédiaire. Ainsi, le noir et le blanc se trouvent naturellement dans un corps, mais il n'y a aucune nécessité que l'un ou l'autre appartienne au corps, car tout corps n'est pas forcément blanc ou noir. De même encore, le vil et l'honnête sont affirmés de l'homme et de beaucoup d'autres sujets, mais il n'est pas nécessaire que l'un ou l'autre appartienne aux êtres dont ils sont affirmés, car toute chose n'est pas nécessairement vile ou honnête. Aussi existe-t-il entre ces termes un moyen. Par exemple, entre le blanc et le noir, il y a le gris et le jaunâtre et toutes les autres couleurs,
Et entre le vil et l'honnête, il y a ce qui n'est ni vil ni honnête. Dans certains cas, les noms sont portés par ces termes intermédiaires. Par exemple, entre le blanc et le noir se trouve le gris, le jaunâtre et toutes les autres couleurs. Dans d'autres cas, au contraire, il n'est pas facile de rendre par un nom moyen terme, mais c'est par la négation de chaque extrême que le moyen est défini. Par exemple, ce qui n'est ni bon, ni mauvais, ni juste, ni injuste, privation et possession, tournent autour du même sujet. Par exemple, la vue et la cécité se disent de l'œil, et en règle générale, le sujet dans lequel la possession se trouve naturellement est aussi celui dont l'un ou l'autre des opposés se trouve affirmé. Nous disons que la privation est attribuée à tout sujet apte à recevoir la possession, quand cette possession n'est d'aucune façon présente dans la partie du sujet à qui elle appartient naturellement, et au temps où elle doit naturellement s'y trouver. Nous n'appelons pas un être édenté par cela seul qu'il n'y a pas de dents, ni aveugle par cela seul qu'il n'a pas la vue, mais bien parce qu'il n'a ni dents ni vue au temps où il doit naturellement les posséder, car il existe des êtres qui, à la naissance, ne possèdent ni la vue ni les dents, et on les appelle pas pour autant des édentés ou des aveugles. Être privé d'un état où il est possédé n'est pas la même chose que la privation ou la possession. La possession, par exemple, c'est la vue, et la privation, la cécité. Mais avoir la vue n'est pas la vue, ni être aveugle, la cécité. La cécité est une certaine privation, tandis qu'être aveugle, c'est être privé. Ce n'est pas la privation. De plus, si la cécité était identique à être aveugle, les deux termes pourraient être affirmés du même sujet. Or, si on dit que l'homme est aveugle, on ne dit jamais que l'homme est cécité. Il semble bien que être privé d'un état et posséder un état sont opposés de la même façon que le sont entre elles privation et possession, car le mode de position est le même. En effet, de même que la cécité est opposée à la vue, ainsi également être aveugle est opposé à avoir la vue. Ce qui tombe sous la négation et l'affirmation n'est pas soi-même affirmation et négation, puisque l'affirmation est une proposition affirmative et la négation une proposition négative, tandis que les termes qui tombent sous l'affirmation et la négation ne sont pas des propositions. On dit cependant qu'ils sont opposés entre eux, comme l'affirmation et la négation, car dans ce cas aussi, le mode de position est le même. En effet, de même que l'affirmation est opposée à la négation, comme par exemple, en les propositions il est assis, il n'est pas assis. Ainsi également sont opposées les choses qui tombent sous l'une et sous l'autre proposition. Par exemple, tel homme est assis à tel homme n'est pas assis. Il est évident que la privation et la possession ne sont pas opposées de la même façon que les relatifs. Tout leur être ne consiste pas à être affirmé de l'opposé. La vue n'est pas dite vue de la cécité, et la relation n'a pas lieu non plus d'une autre façon. De même, la cécité ne peut davantage être dite de cécité de la vue. C'est plutôt privation de la vue que cécité de la vue. En outre, tous les termes relatifs sont corrélatifs, de telle sorte que la cécité, en supposant même qu'elle fût au nombre des relatifs, serait corrélative de ce avec quoi elle est en relation. Or, il n'y a pas ici de corrélation, attendu qu'on ne dit pas que la vue est vue de la cécité, mais ce n'est pas non plus comme les contraires que sont opposés les termes qui tombent sous la privation et la possession. Et en voici la preuve. D'une part,
pour les contraires entre lesquels il n'existe aucun moyen, il faut nécessairement que, dans le sujet où ils résident ou dont ils sont affirmés, l'un d'eux soit toujours présent, car, avons-nous dit, il n'existe aucun terme moyen entre les contraires dont l'un ou l'autre doit appartenir nécessairement au sujet qui les reçoit, tel est le cas de la maladie et de la santé, de l'impair ou du pair. D'autre part, pour les contraires qui admettent un moyen, il n'est nullement nécessaire que l'un d'eux appartienne au sujet. Il n'est pas nécessaire, en effet, que tout sujet qui les reçoit soit par exemple forcément blanc ou noir, chaud ou froid, puisque rien n'empêche qu'entre ces contraires on insère un moyen. En outre, avons-nous dit, comporte un intermédiaire les contraires dont l'un ou l'autre n'appartient pas nécessairement au sujet qui les reçoit, à moins, cependant, que l'un d'eux n'appartienne naturellement au sujet, comme pour le feu, être chaud, et pour la neige, être blanche. Dans ce cas, il est alors nécessaire qu'un seul des deux contraires appartienne déterminément au sujet, et non pas l'un ou l'autre indéterminément, car il n'est pas possible pour le feu d'être froid, ni pour la neige d'être noire. À tout sujet destiné à les recevoir, l'un ou l'autre des contraires n'appartient donc pas nécessairement, à moins que nous ayons affaire uniquement à des sujets auxquels un seul peut naturellement appartenir et qui, dans ce cas, ne pourront recevoir qu'un seul contraire déterminé, et non pas l'un ou l'autre indifféremment. Or, quand il s'agit de la privation et de la possession, rien de tout ce que nous venons de dire n'est vrai. En effet, le sujet pris comme réceptacle n'admet pas nécessairement toujours l'un des deux opposés, ce qui n'est pas encore naturellement apte à posséder la vue, n'est dit ni aveugle ni voyant. Il en résulte que ces déterminations ne font pas partie du groupe des contraires entre lesquels il n'existe aucun moyen terme, mais elles ne sont pas non plus au nombre des contraires qui admettent un moyen terme, puisque l'une d'elles doit, à un moment donné, nécessairement appartenir au sujet pris comme réceptacle. En effet, dès lors qu'un être est naturellement apte à posséder la vue, alors il sera dit soit aveugle, soit voyant, non pas une seule de ces qualités déterminées, mais l'une ou l'autre indéterminément, car il n'y a pas nécessité ou que l'être soit aveugle ou qu'il soit voyant. Ce qui est nécessaire, c'est l'un ou l'autre de ces états indifféremment. Or, pour les contraires qui ont un moyen, nous avons dit qu'il n'est jamais nécessaire que l'un ou l'autre appartienne à un sujet quelconque, mais seulement que, dans certains sujets, un seul des deux contraires bien définis devait leur appartenir. Il en résulte évidemment qu'aucune des deux façons dont les contraires sont opposés ne s'applique dans le cas de termes opposés, suivant la possession et la privation. En outre, pour les contraires, il peut se faire que le réceptacle restant le même, un changement de l'un à l'autre se produise, à moins qu'un seul d'entre eux n'appartienne par nature au sujet, par exemple, pour le feu, être chaud. Il est possible, en effet, que le bien portant tombe malade, que le blanc devienne noir, et le froid chaud. Il est même possible que l'honnête devienne vicieux, et le vicieux honnête. En effet, l'homme vicieux, s'il se conduit d'une meilleure façon dans sa vie et dans ses discours, pourra, si légèrement que ce soit, progresser dans le bien, et il s'amende une seule fois, même faiblement, il est clair qu'il pourra changer complètement, ou tout au moins marquer une très grande amélioration, car on penche de plus en plus facilement vers la vertu, si petit qu'ait été le progrès initial. C'est pourquoi il marquera vraisemblablement un progrès encore plus important, et ce progrès croissant constamment, l'homme finira par s'établir complètement dans l'état contraire,
à moins d'en être empêché par le manque de temps. Par contre, pour la possession et la privation, il est impossible qu'un changement réciproque se produise. De la possession à la privation, il peut bien y avoir passage, mais de la privation à la possession, c'est impossible, car celui qui est devenu aveugle ne recouvre pas la vue. Celui qui est chauve ne redevient pas chevelu, et les dentés ne voient pas repousser ses dents. Passons à ce qui est opposé comme l'affirmation et la négation. Il est manifeste que l'opposition ne s'effectue selon aucun des modes dont nous avons parlé, car c'est dans le présent cas seulement qu'il faut de toute nécessité que toujours un opposé soit vrai et l'autre faux. En effet, ni pour les contraires, ni pour les relatifs, ni pour la possession et la privation, il est nécessaire que toujours l'un des opposés soit vrai et l'autre faux. Par exemple, la santé et la maladie sont des contraires. Or, ni l'une ni l'autre n'est vrai ou fausse. De même encore, le double et la moitié sont opposés comme relatifs, et ni l'un ni l'autre n'est vrai ou faux. Même remarque pour ce qui tombe sous la privation et la possession, comme la vue et la cécité. En un mot, aucune des expressions qui se disent sans aucune liaison n'est vraie ou fausse, et tous les opposés dont nous avons parlé s'expriment sans liaison. En un mot, aucune des expressions qui se disent sans aucune liaison n'est vraie ou fausse, et tous les opposés dont nous avons parlé s'expriment sans liaison. Il semblerait cependant qu'un tel caractère se rencontra principalement dans les contraires qui s'expriment dans une liaison. Socrate se porte bien, et en effet, le contraire de Socrate est malade. Mais même dans ces expressions, il n'est pas toujours nécessaire que l'une d'elles soit vraie et l'autre fausse. Sans doute, si Socrate existe, l'une sera vraie et l'autre fausse. Mais il n'existe pas. Toutes les deux seront fausses. Car si Socrate est malade, ni Socrate se porte bien ne sont vrais. Si Socrate lui-même n'existe pas du tout. En ce qui concerne la privation et la possession, si le sujet n'existe pas du tout, ni l'une ni l'autre n'est vrai, et même si le sujet existe, il n'arrive pas toujours que l'une soit vraie et l'autre fausse. En effet, Socrate possède la vue et est opposé à Socrate est aveugle. Comme la possession et la privation, si Socrate existe, il n'est pas nécessaire que l'une de ces expressions soit vraie et l'autre fausse, car lorsque Socrate n'est pas encore naturellement capable de voir, les deux propositions sont fausses, et si Socrate n'existe pas du tout, les deux expressions sont également fausses. Savoir qu'il possède la vue et qu'il est aveugle, il en est tout autrement pour l'affirmation et la négation, que le sujet existe ou n'existe pas. De toute façon, l'une sera fausse et l'autre vraie. Soit, en effet, Socrate est malade et Socrate n'est pas malade. Si Socrate lui-même existe, il est clair que l'une de ces deux propositions est vraie et l'autre fausse. Et s'il n'existe pas, il en est de même, car s'il n'existe pas, dire qu'il est malade est faux, et dire qu'il n'est pas malade est vrai. Ainsi, les choses qui sont opposées comme l'affirmation et la négation ont seules la propriété d'être toujours l'une vraie et l'autre fausse.